Il y a un point commun entre la légalisation du cannabis en Allemagne et la lutte anti-drogue en France. C'est qu'à chaque fois, c'est la finance qui gagne. Les mégabanques blanchissent l'argent de la drogue depuis des années sans être inquiétées, et les multinationales, quand ça devient légal après des années de lobbying, profitent allègrement de nos désirs, de nos cerveaux, de nos anxiétés, pour faire un maximum de profit. Je vais vous parler dans cette vidéo de Peter Thiel, des multinationales du cannabis, de Facebook, de la CIA et des plus de 500 milliards de dollars annuels que représente le trafic de drogue international. La réalité, c'est que la guerre à la drogue n'a jamais été véritablement menée depuis 50 ans, parce que jamais nos gouvernements s'en sont pris au vrai sommet. D'autant plus que la santé publique n'est plus tellement leur priorité, il suffit de voir ce qui est devenu le commerce sur le sucre, sur les jeux de gratte-gratte, comment sont utilisées les pulsions d'achat, et ça va jusqu'au fait que, au niveau européen depuis 2013, est demandé aux pays de calculer leur production de richesse nationale en intégrant les trafics de drogue, la prostitution et les trafics d'armes. Donc je ne vais pas vous tenir un propos moral sur ce qu'il faut dire à quelqu'un qui fume un joint. Le seul avis que je donnerai sur la consommation de cannabis, c'est qu'il s'agit d'une drogue, ni plus ni moins, et que le cannabis produit aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celui que les boomers fumaient quand ils étaient jeunes. Aujourd'hui, le taux de THC a été largement augmenté. Les risques de dépendance et de provoquer une schizophrénie jusqu'à un certain âge a été augmenté avec. Je vous mets des liens sur des articles que nous avons écrits à ce propos. Et l'alcool qui est légal peut être tout aussi dangereux. Donc la recherche pour un usage médical du cannabis peut être réfléchie et conduite, mais à condition d'être très au clair sur le lobbying des groupes pharmaceutiques et ce à quoi ils sont prêts pour leur profit, quitte à rendre des gens dépendants et à booster l'effet de leurs produits. Bref, commençons. Vous connaissez Peter Thiel ? Multimilliardaire, il a misé dès 2014 sur la multinationale Tilray, leader américain dans la recherche, la culture, la production et la distribution de cannabis. Tilray vient de voir ses actions grimper de 50% en 2 semaines en vue de la légalisation en Allemagne. C'est à travers du fonds d'investissement Privateer Holding, dont Peter Thiel est l'un des fondateurs et principaux investisseurs, qu'il détient 75% de Tilray pour 15 milliards de dollars. En 2024, le marché nord-américain du cannabis légal représente 23 milliards de dollars chaque année. Tilray fait partie des champions mondiaux avec Canopy Growth et Aurora qui visent le marché européen. Elle est l'une des 3 productrices de cannabis sur le sol allemand, jusqu'à maintenant destinée au seul usage médical, désormais ouvert à la consommation récréative. Le ministre de la Santé allemand tweetait le jour de l'application de la légalisation du cannabis « C'est mieux pour une véritable aide aux toxicomanies, pour la prévention auprès des enfants et des jeunes, et pour lutter contre le marché noir, pour lequel il y aura bientôt une alternative. » Regardons maintenant les objectifs de Tilray. Tilray Brands a accompli cette mission en inspirant et en donnant aux personnes du monde entier les moyens de vivre leur vie de la meilleure manière possible, enrichis par des moments de connexion et de bien-être. Tilray a pour ambition d'être la société de produits de consommation de cannabis la plus responsable, la plus fiable et la plus importante au monde. Tilray estime le marché européen du cannabis médical à potentiellement 45 milliards de dollars, et seulement pour le cannabis médical. La nouvelle opportunité que représente le marché médical en Allemagne équivaut à environ 3 milliards de dollars, tandis que l'opportunité pour l'Europe pourrait représenter un marché en forte croissance qui pourrait atteindre jusqu'à 45 milliards de dollars pour le seul marché médical. Notre présence en Europe permet à Tilray de développer ses marques à l'échelle mondiale auprès d'une population européenne de plus de 700 millions de personnes, soit 2 fois la population des États-Unis. Parce que comme dit auparavant, ils sont prêts à s'arracher le marché. D'abord à prendre place en Europe, et ensuite à étendre le gâteau, à faire en sorte de conquérir ces 45 milliards potentiels. Ces 45 milliards potentiels, c'est les baby-boomers, c'est les vieux qui arrivent avec leur mal au dos, leur sciatique, etc. Et ce public-là, il est solvable. Donc vous pouvez compter sur ces groupes pharmaceutiques pour bien se faire connaître et faire connaître leurs produits à ce public. Et il y a un cas qui est un précédent, c'est le cas des opioïdes aux États-Unis, où dans les années 90, les groupes pharmaceutiques mettent en vente des médicaments à base d'opium et elles ont ciblé leur publicité volontairement sur les zones industrielles détruites, avec une population démolie par le travail, en situation de vulnérabilité. Et dans les années 2000, les autorités sanitaires américaines constatent une épidémie
de dépendance à ce produit et décide de restreindre les prescriptions médicales non plus à 30 jours mais à 3 jours. De là apparaît un marché noir où les pilules, les médicaments, voient leur prix exploser. Et les plus pauvres de cette population se retrouvent à aller sur des alternatives qui sont proposées, à savoir l'héroïne et aujourd'hui le fentanyl. Et la crise des opioïdes, actuellement, c'est 500 000 morts en 20 ans aux États-Unis. Alors, c'est un cas extrême, on a affaire là à des dérivés d'opium, mais c'est un flagrant délit de criminalité en col blanc, enfin en l'occurrence en blouse blanche, et c'est là que c'est important de s'intéresser aux autres activités de Peter Thiel. Après avoir cofondé PayPal avec Elon Musk, Thiel aide Mark Zuckerberg, finance la création de Facebook en 2005 et entre au conseil d'administration. Mais juste un peu avant, Peter Thiel crée Palantir, entreprise de services d'analyse de big data, qui vend ses logiciels, entre autres, à la NSA, la CIA et le FBI. Vous voyez les pauvres sondages que les médias vous donnent pour vous apprendre que les Français pensent ci, les Français pensent ça, les Français veulent Marine Le Pen au pouvoir, les Français veulent rester dans l'Union Européenne, à chaque fois sur des échantillons de 1000 personnes. Là, vous avez des gens qui, en direct, sur des centaines de paramètres différents, chaque jour, individu par individu, vont avoir des milliards de données sur des centaines de millions de personnes. Et vont être capables, en observant vos likes, vos interactions, vos recherches, avec une probabilité très fine, de savoir votre état du moment, votre orientation politique, savoir si vous êtes enceinte, et vont vous fournir, vont vous mettre sous le nez tel ou tel contenu et telle publicité, pour que vous restiez sur les plateformes et consommiez comme un hamster dans une roue. Alors tout le monde ne se fait pas avoir, et la probabilité que de jeunes gens se retrouvent sujets de troubles psychiques ou de troubles de la personnalité à cause de Facebook, Instagram ou TikTok n'est heureusement pas de 100%. Pour autant, le sujet est là, et le politique peut agir. Vous avez par exemple la Quadrature du Net qui défend l'interopérabilité des réseaux, c'est-à-dire de faire en sorte que les utilisateurs des réseaux sociaux puissent quitter un réseau social tout en pouvant rester en contact avec ses amis sur les réseaux, comme on est toujours en contact avec nos amis qui ont comme mail @hotmail.fr. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Et même, il y a 2 ans de ça, Ursula von der Leyen, qui est à la tête de l'Union Européenne, est allée négocier avec Biden nos données numériques, qui sont sur les réseaux Facebook et compagnie, contre du gaz américain. Donc les Américains ont un accès open bar à nos données. Donc si vous avez peur des dealers et des points de deal, vous allez adorer les publicités pour l'huile essentielle au cannabis, qui seront diffusées 4 fois dans l'heure après que votre fille ou votre petite sœur ait fait une recherche sur Internet pour savoir comment gérer le stress au travail. Mais est-ce qu'au moins les expériences de dépénalisation et de légalisation ont montré un recul des trafics? Parce que, vous imaginez-vous un chef de réseau qui... Oh non, ils ont légalisé Chéri. Bon il fait mes comptes et Dubaï plus tard. Hein. Non. Il s'oriente sur des nouveaux marchés, comme les pires financiers. C'est comme ça qu'on a vu depuis 15 ans déferler la cocaïne en Europe, ou que l'on voit sur le territoire français, dans des petites villes, arriver l'héroïne et différents trafics, parce que les caïds des villes manquent de perspectives, et cherchent des nouveaux marchés. Je peux vous faire une analyse vraiment complète de la situation aujourd'hui. On a fait un dossier sur ce sujet. Je vous mets tout en description en dessous pour le commander et l'étudier. Mais un bon exemple, c'est les Pays-Bas. Les Pays-Bas tolèrent la consommation de cannabis depuis 1976 et est devenu depuis quelque temps un réel narco-État. D'abord par stupidité et faiblesse d'État. Ils ont légalisé la vente de cannabis dans les coffee shops, mais n'ont pas légalisé la production et la distribution au point de vente. Donc les coffee shops ont dû faire appel au trafic illégal. Et l'État trop faible a laissé une véritable fortune se constituer de manière illégale. La deuxième chose à regarder, c'est que la recherche de nouveaux produits et de nouveaux consommateurs est incessante. En particulier, ça a été l'investissement des mafias du cannabis marocain dans la cocaïne via le port d'Anvers en Belgique. C'est l'émergence de la mocromafia. Pour vous dire comment les Pays-Bas et par contre-coup la Belgique sont devenus des narco-États, en 2022, le ministre de la Justice s'est déplacé en Colombie pour travailler à une coordination de la lutte antidrogue. En revenant, lui et sa famille ont été placés dans une safe house pendant plusieurs semaines
parce que les services de protection n'étaient pas en situation de garantir sa sécurité. En Amérique latine, 1 kg de cocaïne produit au Pérou coûte 1 000 $. Arrivé au port d'Anvers, il coûte 30 000 $. Une fois revendu au détail, il rapporte 90 000 $. Les dealers et les guetteurs sont payés à 3 chiffres la journée. Les nourrices, qui servent de cash pour les stocks, sont payées à 3 chiffres par mois. C'est les têtes des réseaux qui captent la grosse masse financière. Un bon point de deal peut rapporter 50 000 € la soirée, toutes drogues confondues. 1 million d'euros par mois. Qu'est-ce que vous faites de cet argent ? Vous pouvez bien acheter 2-3 commerces, acheter une bagnole, rapidement la masse d'argent liquide pose un réel problème si vous ne pouvez pas l'utiliser via le réseau bancaire. Et au niveau mondial, ce serait au moins 500 milliards de dollars à blanchir chaque année. Depuis des décennies, les autorités affirment ne saisir que 1% de la marchandise et 1% des flux financiers. Pourquoi ? Parce que le système actuel est fait pour le monde criminel. Parce qu'il a été construit par des criminels. Les héritiers de l'Empire britannique, ceux qui ont mis en place les paradis fiscaux et ces mégabanques. À votre avis, quel est le lien entre la destruction des élites chinoises au XIXe siècle par l'addiction à l'opium, les 2/3 des paradis fiscaux et les cartels mexicains ? La HSBC, la Hong Kong and Shanghai Bank Corporation, le navire amiral de l'Empire britannique créé en 1865 pour gérer le trafic d'opium, dans ce qui était sa forme coloniale du XIXe siècle. Mais voyons maintenant sa forme contemporaine. En 2012, le sénateur démocrate américain Carl Levin préside une commission d'enquête sur les activités de la filiale de la HSBC au Mexique. Les sénateurs ont déterminé que la filiale américaine avait blanchi 881 millions de dollars au cours des années 2000. La filiale mexicaine ouvrait des succursales à travers tout le pays, recevait le plus aimablement possible les membres du cartel mexicain de Sinaloa et du cartel Norte del Valle colombien. Réceptionnait leur argent liquide, leur ouvrait des comptes bancaires aux Bahamas et de là transiter à travers le monde, dont à travers HSBC USA. Les Bahamas, vous savez cette île membre du Commonwealth, aux droits si particuliers. Si vous y déposez de l'argent, rien ne vous est demandé sur son origine. Et si quelqu'un vient demander à qui appartient tel ou tel compte, la justice protégera le secret. Et depuis ce paradis fiscal, l'argent circulera de paradis fiscaux en paradis fiscaux, ce qui rendra l'argent insaisissable. C'est ainsi que 2/3 des paradis fiscaux sont sous la dépendance de la couronne d'Angleterre, avec la complicité de l'oligarchie anglo-américaine, et que l'argent des trafics de drogue, d'armes et d'êtres humains se mêle à celui des multinationales, agroalimentaires, de l'armement, des GAFA, et de l'argent de nos très chers oligarques. Parmi cette masse d'argent, l'ONU estimait en 2009 la criminalité transnationale, armes, êtres humains, contrebande, etc., à 870 milliards de dollars, soit 7% des exportations mondiales, dont le trafic de drogue estimé, lui, à 320 milliards de dollars, soit 1,4 et 0,5% du PIB mondial, en sachant que ces chiffres semblent être les estimations basses. En appliquant ces proportions à 2023, cela estimerait le marché des stupéfiants à 500 milliards de dollars et l'ensemble des trafics à 1500 milliards. En 2012, l'enquête américaine sur la HSBC aboutit à un rapport de 340 pages, mais étonnamment, aucun procès n'aura lieu. 4 ans plus tard, le 11 juillet 2016, le Guardian, journal britannique, publie un article expliquant comment George Osborne, le ministre des Finances britannique de l'époque, a fait stopper la justice américaine. Si les dirigeants de la HSBC étaient conduits devant un tribunal, HSBC risquait la faillite, et vu la taille de la banque, c'est tout le système bancaire qui risquait de s'effondrer. Sur cet argument, la justice américaine s'est repliée. Le même chantage que lors de la crise des subprimes. Le too big to fail, too big to jail. Trop grosse pour que nous puissions laisser les spéculateurs faire faillite, parce que si les mégabanques faisaient faillite, c'était les millions de clients lambda américains et européens qui perdaient leur argent. Et donc, pas question non plus de briser la confiance dans leurs dirigeants aux costumes si impeccables. Les banques sont devenues depuis 30 ans trop grosses pour que leurs dirigeants passent devant la justice. Et la financiarisation depuis 50 ans nous a conduits dans une telle domination structurelle de la criminalité financière qu'en 2009, Antonio Maria Costa, directeur de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime de 2002 à 2010, a dit dans l'Observer, le 13 décembre 2009,
que pendant la crise de 2008, certaines grandes banques avaient échappé à la faillite grâce à l'injection du plus gros des profits annuels de la drogue, évalué à 352 milliards à l'époque. Des prêts interbancaires ont été financés par de l'argent émanant du trafic de drogue et autres activités illégales. Il y a des indications que certaines banques ont été sauvées de cette façon. En 2019, BuzzFeed News et le consortium international des journalistes d'investigation entament une enquête sur des milliers de leaks provenant du Financial Crimes Enforcement Network, la police financière américaine. Ils publient le résultat de leur enquête en 2020 et sera appelé le FinCEN Files. Ce qu'ils révèlent, c'est qu'entre 2009 et 2017, les autorités américaines ont eu 2000 signalements de transactions suspectes pour un montant de 2000 milliards de dollars. Et ce n'est que le haut de l'iceberg, c'est juste ce leaks en question. Ces transactions concernent tout type d'activité illégale, depuis l'évasion fiscale, la corruption et le blanchiment du trafic de drogue, et ce, au travers des succursales des grandes banques dans les paradis fiscaux. Les banques nommées sont JP Morgan Chase, la HSBC, Standard Chartered, la Deutsche Bank, la Bank of New York Mellon et la Société Générale. La filiale new-yorkaise de la Société Générale a signalé des mouvements suspects de 200 et 300 000 euros depuis la succursale aux îles Vierges britanniques et la Suisse et Monaco. Des mouvements sans aucune identité et motifs donnés, bref, la vie quotidienne d'une île des Caraïbes. En 2022, 200 agents travaillent à Tracfin et ont reçu 162 708 signalements, soit 813 signalements par agent. L'État emploie par ailleurs 224 000 policiers et gendarmes, ce qui fait que 0,1% d'entre eux travaillent à Tracfin. Eh bien, ce serait bien là aussi quelques policiers en plus. Voilà. Si l'on ne combat pas cet empire financier, on ne pourra pas empêcher l'expansion des trafics de drogue et de ces gangs. Donc si l'on veut combattre la criminalité de la drogue, il y a 3 choses à faire. Il faut commencer par rétablir des services de douane dignes de ce nom. Douane que Macron a saccagée. Et s'en prendre à la finance hors de contrôle. C'est d'abord s'attaquer de front à la criminalité offshore, retirer leur licence bancaire aux établissements impliqués dans le blanchiment d'argent, et nier toute existence juridique aux comptes anonymes créés dans les paradis fiscaux pour cacher blanchiment et fraude. Les banques seraient alors tout simplement obligées de les radier de leur livre de compte. Ensuite, mettre les établissements financiers devant leurs responsabilités, c'est-à-dire de rétablir la séparation entre les banques de détail, les banques classiques, des banques d'investissement. Cela permettra d'en finir avec le too big to fail et le too big to jail. Si des financiers utilisent leurs banques pour abuser, ils en assumeront le prix. Et enfin, la chose essentielle, et ce n'est pas quelque chose qui passera seulement par la loi, c'est de rétablir notre souveraineté, collective et individuelle. Qu'est-ce que l'on veut faire de notre vie ? Qu'est-ce que l'on veut faire de notre jeunesse ? Qu'allez-vous faire de votre jeunesse ? Jaurès disait aux jeunes, qu'allez-vous faire de vos 20 ans ? Qu'allez-vous faire de vos cœurs ? Qu'allez-vous faire de vos cerveaux ? Parce que fondamentalement, la drogue pose cette question, comme toutes les addictions posent cette question. Et ce n'est pas bien ou mal, noir ou blanc, tout le monde en a. Que ce soit le sucre, les jeux de gratte-gratte, la télé, les smartphones, le sexe, les achats, le pouvoir. Et Dupond-Moretti pourra faire culpabiliser tant qu'il veut, ça ne changera rien. Tant que les policiers seront dessaisis des enquêtes à partir du moment où ils arrivent à un certain niveau de pouvoir, Darmanin pourra gesticuler sur les plateaux de JT, ça n'avancera à rien. Et la crédibilité de la droite ne s'arrangera pas. Et ceux qui défendent les plus faibles, en dénonçant à juste titre la misère comme terreau fertile de ces trafics, mais qui ne s'attaquent pas au sommet de la finance, et qui, souvent, promeuvent la consommation récréative du cannabis, ceux-là sont peut-être encore pires, parce qu'ils donnent un début d'intelligence, mais qui conduit à une servitude volontaire, que la gauche ne s'étonne pas de s'effondrer avec ça. Parce que la drogue offre ça. Quand le désespoir s'empare d'une population soumise à une petite clique, extrêmement difficile à déloger, et qui l'enferme dans la violence, la peur, le stress, la perte de sens, la drogue, comme d'autres addictions, permet d'oublier. Le Covid a été le révélateur de ça. Qu'est-ce que je fais de ma vie ? Est-ce que j'ai envie de faire ce travail encore ? Est-ce que je vis au bon endroit ? Et beaucoup d'entre vous ont décidé d'une reconversion ou de déménager pour l'éducation de leur enfant, et à raison. D'autres qui n'ont pas les moyens ont décidé de s'évader autrement. Et nous sommes entourés de tout un tas d'addictions qui nous sont proposées, qui nous sont rendues disponibles. Ah, les smartphones. La grande confrontation qui nous traverse, c'est ce sens profond, insatiable, d'avoir un monde meilleur.
Vous vous rappelez peut-être des cahiers doléances au moment des Gilets jaunes? Il y a eu 600 000 pages qui ont été écrites par nos concitoyens. 600 000! C'est précisément ce que nous nie l'oligarchie financière, individuellement et collectivement en tant qu'État-nation. Le fait de penser le monde, le fait de penser ses règles, ses beautés et d'agir dessus, c'est depuis la santé, l'éducation, l'aménagement du territoire, l'agriculture, jusqu'au développement international et la paix contre les vendeurs d'armes. Donc, individuellement, tant qu'ils ne sont pas là pour nous empêcher d'être humains, prenons un crayon, dessinons, avec nos enfants, chantons, faisons du théâtre, soyons humains autant que nous le pouvons. Mais collectivement, c'est un cauchemar. On sent bien les directions qu'on devrait prendre, mais on n'arrive pas à y aller, comme dans ces cauchemars où on est poursuivi puis on ne peut pas bouger. Et c'est là qu'il faut bien se rendre compte que la drogue et les écrans nous sont fournis comme un moyen de s'évader de la réalité. Et en s'évadant de la réalité, le citoyen perd toute prise sur le réel, perd toute prise sociale, perd toute relation sociale dans laquelle il peut agir. Et ça, il faut le regarder en face. Et ça, c'est la vraie politique. C'est qu'il faut non seulement retrouver ces liens, mais retrouver des liens dans lesquels on pense le monde, on cherche à comprendre comment nous en sommes arrivés jusque-là, et où nous devons aller vraiment, et pas à moitié, comprendre les choses vraiment, et ensuite agir au bon endroit pour que nos actions aient une réelle conséquence. Voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra de voir plus clair dans ce qui se passe de nos jours. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, dites-nous s'il y a un sujet que l'on a à peine effleuré aujourd'hui et que vous voudriez voir être plus développé. Appelez-nous pour discuter de nos mobilisations prochaines et vous mobiliser avec nous. Et sur ce, portez-vous bien, à bientôt, salut.